Bonjour Patricia, bonjour à tous. Le sujet d'aujourd'hui va être le racisme. Et pour cela, je vais laisser la parole à Patricia qui va nous lire la référence du Larousse sur le terme. Oui, bonjour à tous, bonjour Corinne. Donc oui, aujourd'hui on va parler du racisme. Donc on va commencer avec la définition de base, là. Donc le racisme, c'est une idéologie fondée sur la croyance qu'il existe une hiérarchie entre les groupes humains, les races, les comportements et comportements inspirés par cette idéologie. C'est une attitude d'hostilité systématique à l'égard d'une catégorie déterminée de personnes. Voilà. Exactement. Et ça vient du Larousse de quelle année? Juste pour... C'est un vieux Larousse 1991. Donc je crois qu'on vient d'avoir la définition du racisme. Moi j'aimerais revenir parce que les mots sont souvent un petit peu déformés. Comme on a pu entendre, c'est effectivement une question de catégorie et effectivement, moi j'ai le souvenir par exemple dans mon enfance et je pense que tout le monde peut avoir ce souvenir-là, c'est la guéguerre qui pouvait exister d'un village à un autre. Si vous n'étiez pas du village à 5 kilomètres de distance, ben c'est ça, vous n'étiez pas intégré. Pourquoi? Parce que vous ne faisiez pas partie du village, vous n'étiez pas né là. Donc, même au sein même d'une même société, d'une même culture, on voit bien que le racisme, juste par une question de distance, qui pourrait être, par exemple, pour le Québec, la guerre entre Montréal, ceux qui vivent à Montréal, ceux qui sont à la campagne, ceux qui vivent à Montréal, ceux qui vivent à Québec. Donc, on peut voir que cette notion de hiérarchie, de différence, d'avoir un besoin d'exprimer une différence, considérer que l'autre est inférieur, ben, existe déjà dans notre culture à tous par rapport à nos propres villages. Est-ce qu'on vit en ville ou est-ce qu'on vit à la campagne? Donc c'est quelque chose qui est vraiment très particulier. On voit bien que c'est une question de secteur finalement. Secteur, sectarisme, il y a la même racine. Tu fais pas partie du même secteur que moi, donc tu es à 10 kilomètres de chez moi, non, je vais pas t'accueillir. Ou tu es à 1000 kilomètres de chez moi, tu as la peau noire, ben là on prend une autre dimension que tout le monde a connue, puisqu'en général, quand on parle de racisme, on parle souvent et on pense à d'autres races ou à l'apartheid. Il y a vraiment cette note-là, très profonde, qui est vraiment ancrée en nous, qui est la différence en termes de race. Il y a le sectarisme, et aujourd'hui c'est un grand sujet. Donc les fameux LGBT, c'est ce que je connaissais, mais là Patricia vient de m'apprendre qu'on dépasse ça, et là je vais te laisser la parole. Oui, j'ai été très surprise moi-même. En 2021, on parle de la communauté LGBTQ2S. J'ai dû faire une recherche pour comprendre tous les termes. Donc, le Q2S, c'est le queer et le bispirituel. Je ne sais même pas ce que ça veut dire. Donc, je ne peux pas vous enligner sur cette définition-là. Je suis vraiment désolée. Mais ça me rapporte à une question que j'ai. C'est par rapport à tout le courant, les politiques d'inclusion qu'on veut mettre en place au niveau du gouvernement, au niveau des entreprises, au niveau des écoles. Mais on utilise justement des catégories. Donc, on sort les gens qui sont pas comme la majorité, puis on les met en surlignage, en highlight, excusez-moi l'expression anglaise. On les sort du groupe, on dit voilà, eux sont différents. Là, il faut arrêter de les voir différents, il faut les inclure dans le groupe. Mais ça va à l'inverse d'une politique d'inclusion, de sortir les gens du groupe, puis de les mettre avec un gros spotlight dessus. Là, moi, c'est ma question. Ces politiques-là me laissent sans voix. Ben, en fait, ces politiques, pour moi, sont l'expression du moi égo, du moi égotique, c'est-à-dire d'une société qui est narcissique, névrotique, et qui a besoin d'être reconnue. Regardez, j'existe. Donc, je suis gay, j'existe, je suis lesbienne, j'existe, je suis végane, j'existe, je suis écoutée. C'est incroyable ces définitions, ces étendards. C'est vraiment effectivement le principe, moi je trouve, du sectarisme. L'étendard, ça me fait penser à ces grandes guerres de croisade avec un étendard. Je détiens la vérité, je suis végane, je dois convaincre les autres. Effectivement, c'est l'opposition, c'est le grand paradoxe. C'est-à-dire qu'on nous baigne dans une idée d'unification, d'unité, et en réalité,
au-delà des mots, qu'est-ce qui se passe dans l'action? C'est malheureusement la séparation toujours, le rejet de l'autre et surtout ce besoin d'exister. Au lieu de simplement prendre sa place, d'accepter la différence, il y a vraiment maintenant une séparation de tout. Ce que vous mangez, ce que vous ne mangez pas. J'ai souvent envie de dire en rigolant, c'est quand même surprenant maintenant à notre époque, en 2021, de savoir et d'être obligé d'être au courant de ce que mangent les autres, de ce qu'ils broutent ou pas, de ce qu'ils mangent ou pas. Je suis toujours très surprise qu'on m'annonce dans les 5-6 secondes, je suis végétarien, je suis végane, comme si c'était à une époque, je suis chrétien ou je suis orthodoxe. Je vois, moi, des guerres de tranchées. Je vois des oppositions, je vois des séparations, des besoins de s'identifier à des comportements. Et en plus, c'est souvent des comportements que je trouve souvent très particuliers, très étranges, et donc très surprenants. Mais surtout qui vont à l'inverse de l'unification. Il faut se rappeler que quand on est dans le moi égo, donc dans une personne qui a créé un mur de séparation, sur... oui, excusez-moi, on a été coupé, je vais reprendre. Donc, comme je disais, ça reprend une séparation. C'est-à-dire que l'être humain, le moi égo qui s'est construit dès l'enfance pour survivre à ce non-amour, a un besoin d'exister, a vraiment un besoin d'être reconnu, d'être vu. Mais malheureusement, ça va être en se séparant des autres, en exprimant une différence, mais une différence comme une forme de provocation, de séparation, de rejet. Je suis végane, c'est bien. Personnellement, j'avoue que j'ai pas besoin d'avoir ce genre d'informations. Je sais que ma table, quand elle est servie, il y a toujours de quoi satisfaire quelqu'un qui ne mange que des légumes. Il y a vraiment aucun problème. Il y a absolument pas besoin d'avoir cette information-là, en réalité. Il y a plutôt besoin de partager un bon moment, exprimer ses sentiments. Et on est dans une société qui refuse d'exprimer soit ses souffrances de mal vécu ou de difficultés de vivre en tant que gay, que lesbienne. Ça, je veux bien l'entendre. Mais à nouveau, pas en tant que victime. En tant que personne qui a besoin d'exprimer sa réalité. Pas en opposition, pas en séparation. Et là, on retrouve ce côté toujours sectaire. Et on sommes à une époque où ce côté sectaire est vraiment répandu partout. Et moi, c'est dans un milieu de travail, ça me crée un malaise parce que j'ai pas besoin de savoir si ma collègue de travail ou mon collègue de travail est gay, lesbienne. On est dans un domaine de travail, tout ce que je veux, on a un objectif commun, on a des tâches à réaliser, c'est ses compétences qui m'importent. Puis après, si on va prendre un café ou si on va manger, puis la personne me dit ça, bon, c'est correct. Mais je veux dire, je trouve ça malaisant. Puis je trouve malaisant les grosses entreprises qui mettent un accent là-dessus. Je veux dire, en quoi l'ethnie, l'orientation sexuelle a un impact sur les capacités, sur le talent et tout ça. Tu sais, je veux dire, est-ce que scientifiquement, un noir est plus habile à faire quelque chose qu'un blanc ou un chinois? Tu sais, je trouve qu'à un moment donné, on développe nos compétences et on se retrouve dans un milieu de travail. Je parle du milieu de travail en fonction de nos intérêts, de nos compétences. Je veux dire, moi, j'en ai rien à cirer, je m'excuse, de l'orientation sexuelle de ma collègue. Puis même, à la limite, ça m'en parle dans un milieu de travail, ça va même me mettre mal à l'aise parce que je vais dire, mon Dieu, pourquoi elle me dit ça là? Parce qu'en fait, c'est ça, le racisme, que le sectarisme, une fois qu'il est exprimé, crée une différence. C'est-à-dire, moi, je suis, donc tu ne peux pas me comprendre. Alors qu'en réalité, on devrait exprimer nos souffrances à travers ce que nous vivons, quel que soit ce que nous vivons. Mm-hmm. Que ce soit à travers une démarche spirituelle, alimentaire, sexuelle. Enfin, la question n'est pas de savoir qu'est-ce que nous faisons. Là, c'est encore le faire. Mm-hmm. Et pas l'être. Ouais. Ce que fait la personne ne nous regarde pas. Ouais. Ça ne nous concerne pas et souvent c'est la fin, l'aboutissement d'une première intention. On devrait plutôt s'intéresser à la première intention. Pourquoi les personnes ont besoin de s'afficher, ont besoin
de créer des groupes, de se retrouver, de s'enfermer ensemble, de s'opposer ou de se positionner en tant que victime. Ça, c'est la pire des positions. Positionnement de victime, c'est fini. Là, vous venez de vous enfermer et donc vous avez surtout un opposant. Non, en réalité, c'est une situation qui est mal comprise. Et pour revenir donc au racisme, on peut voir qu'il est inscrit vraiment partout dans notre vie. Mais je crois que c'est aussi lié beaucoup à une question de compétition dès l'enfance. On est mis en compétition avec les autres élèves. Il y a une question de hiérarchie, on l'a bien vu dans le Larousse. Il nous parle donc d'une hiérarchie, je suis meilleur que toi. Et là, quand on est dans ce principe-là, d'avoir besoin d'exprimer je suis meilleur que toi, ben c'est une démarche de pervers narcissique. Il faut savoir ça, et ça va être un grand sujet qu'on va aborder dans pas longtemps. Mais un pervers narcissique, qui est un mot très à la mode aujourd'hui, mais tout ce qui est narcissique a besoin de dire je suis meilleur que toi, et je vais l'exprimer et t'expliquer pourquoi. Donc il y a un besoin de écraser l'autre pour se sentir supérieur et se sentir mieux. C'est pour ça que beaucoup de personnes aiment le drame. À travers le principe du racisme, on retrouve cette dépendance, cette névrose humaine à avoir un besoin d'écraser l'autre, de se différencier de l'autre. Et vous allez voir que quelles que soient finalement les conversations qu'on a, on va revenir à peu près à la même principe. C'est un moi malheureux, névrosé qui s'exprime. Donc, je te rejette qui que tu sois. Et pour ça, je vais exprimer ce que je suis, en écrasant ce que tu es. Et là, on est dans une démarche qui ne fait qu'être toujours la même chose, que ce soit à l'enfance, que ce soit au niveau du racisme. On a parlé du parasitage émotionnel. Tout revient à peu près à la même histoire. C'est terrible, mais on revient toujours à l'expression d'un moi qui s'est construit par non-amour, qui est en quête de l'amour inconditionnel et qui prend des chemins pervers de l'opposition pour y arriver. C'est une structure basée sur la peur, sur le drame. Ouais. Mais tu vois, moi j'aime bien. C'est mon regard à moi sur le racisme pour contrer ce phénomène-là qui, moi, me met mal à l'aise. Comme je l'ai déjà dit précédemment, j'habite dans un quartier de Montréal où il y a des gens qui viennent de partout, et moi, je trouve ça fantastique. Et pour contrer cette pensée-là, ou je sais pas comment on l'appelle, mais moi, je me dis, nous sommes des humains. On vient tous de la même planète, mais de régions différentes. Fait qu'on a des différences qui viennent de notre milieu parce qu'on vient d'endroits différents sur la planète, ou nos ancêtres venaient d'endroits différents sur la planète, mais en bout de ligne, on est tous des humains. Fait que quand on parle de ce principe-là, ben moi, je trouve que ça déboulonne un petit peu toute la théorie malsaine qui peut être reliée au racisme. Moi, c'est ce qui m'aide dans ma façon de penser. C'est d'avoir une vue, de reculer, puis de dire « Wow, attends une minute, on est tous des humains, on vient tous de la même planète, mais de régions différentes. » Donc, il y a un intérêt à savoir « Ah, tu viens d'une région différente, comment c'est chez vous? » Puis nanana, puis on voit déjà... Ouais. Pour ceux qui n'ont pas l'occasion, de voyager, même en direct dans d'autres pays, et d'aller s'immiscer dans le quotidien de ces gens. Donc, je ne parle pas d'aller prendre un voyage Club Med, mais effectivement, dans vos quartiers, quand vous avez affaire à des personnes qui peuvent être différentes, mais même qui sont de la même culture que vous, qui sont simplement différents, intéressez-vous à leur parcours. Pourquoi? Parce que c'est simplement quelqu'un qui a fait un parcours que vous n'aurez pas le temps d'effectuer. Donc, il y a obligatoirement quelque chose d'intéressant dans ce parcours à récolter. De mon côté, j'ai beaucoup voyagé et je peux vous confirmer que l'humain, déjà, est merveilleux. Vraiment merveilleux. J'ai eu l'occasion, moi, de voyager et de me retrouver dans des pays pas obligatoirement très touristiques, comme la Bulgarie, comme la Roumanie, comme la Hongrie ou la Turquie. À chaque fois, j'ai reçu un accueil magnifique. Dans les moments difficiles, j'ai eu de l'aide plus qu'il n'en faut. J'ai eu du soutien. J'ai eu de l'accueil, j'ai eu des sourires, des repas, des maisons ouvertes. Donc, j'ai envie de dire non, n'écoutez pas, ne croyez pas que l'autre est méchant, l'autre est une horreur. J'ai pu le valider dans plein de pays. Non, l'humain est comme moi. L'humain vit sa vie, avance. J'ai remarqué beaucoup d'empathie, beaucoup de cœur. C'est sûr, peut-être dans les pays, plus on va dans les pays pauvres, plus ce cœur et cette dignité est là, est présente.
Pour moi, il y a vraiment une plus grosse difficulté dans les pays dits capitalistes. Là, vraiment, il y a une telle coupure, une telle difficulté du lien, une telle notion du moi égaux, c'est moi qui réussis ma vie, il y a un oubli de la collectivité. Alors, il est certain que c'est un petit peu plus dur, mais par contre, c'est à cultiver. Mais tu vois, pour rejoindre ta pensée, l'être humain s'adapte à son milieu. Donc, on est des humains on est très adaptables. Donc, quand tu dis que tu as vu dans des pays peut-être un peu plus pauvres, tu as senti qu'il y avait plus de cœur ou plus d'entraide, c'est peut-être que les conditions sont plus difficiles et les gens doivent travailler plus fort pour s'adapter. Tandis que nous, dans les pays occidentaux, ben, on est quand même choyés. Je veux dire, on a des maisons, on est chauffé, on est climatisé. Je veux dire, au niveau de on n'a pas à travailler fort pour s'adapter à notre milieu. Ah, puis même l'horreur de tout ça, c'est que nous vivons très bien, parce que dans certains pays pauvres, certains meurent de faim. Et donc notre regard raciste sur un peuple qui nous permet de vivre bien, ou des peuples qui nous permettent de vivre bien, parce que justement ils ont eux la vie difficile, mais c'est le pire de la démarche narcissique. Les pays capitalistes sont basés sur l'appauvrissement de certains pays pour que nous soyons riches. Je crois que tout le monde sait ça. Et ce qui est triste et malheureux est de voir que dans les pays riches, c'est là où il y a le plus de gens malheureux. Donc, clairement, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Sûrement peut-être parce qu'à un moment donné, je ne sais pas, il y a peut-être notre morale qui nous rappelle, ou en tout cas, il y a malaise de sentir et de voir que nous écrasons une grosse partie de la population, d'ailleurs qu'on montre du doigt. Et de voir que dans ces sociétés dites capitalistes et riches, il se crée des bagarres entre les LGBTG2S. Attendez, là, ça devient ridicule. Ça devient ridicule. Dans ces pays dits capitalistes, les gens, leur préoccupation, c'est la nourriture. Est-ce que je mange bio ou pas? Alors qu'il y a encore 11 personnes qui meurent par minute de faim. Aujourd'hui même, encore. Donc, il y a une espèce d'égotisme hiérarchique incroyable de pays qui se goinfrent. Et on peut dire se goinfrent. On voit même les problèmes de l'obésité. Et qui sont dans une incohérence complète, une non-appréciation de ce qu'ils ont. Et c'est dans ces sociétés-là qu'il y a le plus haut taux de, entre guillemets, racisme et sectarisme. Parce que là, le mot raciste n'a plus de valeur. Absolument. C'est du sectarisme. Ouais. Et dans ces sociétés dites évoluées, je suis terrifiée de voir toutes ces séparations. Alors, écoutez, avant, partager une table, il n'y avait aucune difficulté. C'était une table dans la joie, dans les rires, dans le plaisir, la convivialité. Aujourd'hui, c'est presque rendu compliqué de recevoir quelqu'un à manger. Il faut déjà avoir la liste des allergies, des habitudes alimentaires. On est peut-être d'une vieille génération, mais disons en-delà des allergies, parce que là, c'est au problème de santé, mais je dirais des préférences. Des préférences, oui, c'est ça. Des préférences. C'est ça. Et avec un regard, des fois, un petit peu critique, si jamais vous avez le malheur de manger ceci ou manger cela. Donc là, je crois qu'il faut arrêter ça. Voilà. Ouais. On pourra reprendre sûrement ce sujet qui est très intéressant. Oui, c'est un sujet qui est très vaste. Que moi, ça m'a amené d'autres réflexions, mais que je vais garder pour une autre conversation. Donc, merci Corinne. Et une bonne fin de journée. Merci. Bye bye. Au revoir.